Effects of range of motion on resistance training adaptations, a systematic review and meta-analysis. On se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études, et c'est une étude très intéressante, je trouve, parce qu'elle rentre dans les problématiques actuelles, c'est-à-dire de l'amplitude. Et c'est un peu plus compliqué que ça pourrait sembler l'être. C'est-à-dire qu'on a dit pendant très longtemps que deux choses principalement. La première, c'est que l'amplitude était dépendante en fait de... Enfin, l'amplitude sur laquelle tu t'entraînes était dépendante de l'exercice que tu voulais améliorer. Donc on parle de force, de choses comme ça. Bah, si par exemple tu veux devenir plus fort en répétition partielle, alors il faut t'entraîner sur du partiel. Si tu veux devenir plus fort sur, sur un segment de ton mouvement, pardon, eh bien il faut s'entraîner sur ce segment-là de ton mouvement. Mais en réalité, les choses semblent être plus compliquées que ça. La deuxième chose qu'on a dit pendant un long moment, je vais y revenir, c'est que, et c'est un petit peu ce que confirme cette méta-analyse, c'est que meilleure est ton amplitude, plus tu auras de résultats en termes d'hypertrophie. Mais encore une fois, les choses sont plus nuancées et cette méta-analyse, elle nous dit certaines choses, mais elle nous en dit pas d'autres on va dire en sous-texte, et c'est relativement important, notamment il y a une très très bonne analyse qui a été faite récemment par Greg Knuckles dans Mass, mais j'en parle depuis un petit moment sur la chaîne dans mes revues informelles si tu suis. Il y a des choses qui nous laisseraient penser que s'entraîner à des grandes longueurs musculaires serait plus intéressant que de s'entraîner à des courtes. Et je vais revenir là-dessus. Donc, première chose, ce qu'ils ont trouvé donc, dans cette méta-analyse, alors je vais t'épargner un petit peu tous les détails, etc. Mais ce qu'ils ont trouvé, c'est que l'hypertrophie du total des muscles n'était pas vraiment affectée par l'amplitude qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'ils disent dans cette méta-analyse, enfin dans cette étude, c'est que l'hypertrophie au global, peu importe ton amplitude, si tu vas suffisamment proche de l'échec musculaire, alors tu en feras. Et de façon équivalente. Maintenant, sur les muscles du bas du corps, c'est pas la même chose. Si on prend toute l'analyse entière, bah, ça semble être comme ça, mais si on spécifie l'analyse par partie du corps, si on regarde les muscles du bas du corps, il semblerait qu'avoir une plus grande amplitude, ça aide à faire plus d'hypertrophie, alors que pour les muscles du haut du corps, ça semblerait pas être le cas. Donc là, encore une fois, on parle que d'hypertrophie. Hein. Je pense que ce qui explique la différence entre les deux, c'est qu'on sait très bien qu'on a beaucoup plus de mal à activer nos muscles du bas du corps. Or, pour se forcer entre guillemets à les activer, faire avec une plus grande amplitude, eh bien ça fait en sorte que le mouvement soit plus difficile. Et donc on est obligé de les activer. Là où, même quand tu vas faire des amplitudes partielles sur tes curls, sur tes triceps, etc., tu vas les sentir, tes biceps. Mais essaye de bien sentir tes quadriceps quand tu fais des amplitudes partielles. En règle générale, ça va être beaucoup plus compliqué, on va dire. Ce qui me semble normal parce que il y a aussi plein d'exercices du bas du corps où en fait une amplitude partielle, on va avoir très peu de levier. On va avoir très peu comment dire, faire un squat, en fait, un demi-squat ou un quart de squat, ça demande beaucoup moins de force que faire, enfin, relativement, je veux dire, à ton muscle, que de faire un demi-curl. Ou une demi-triceps extension. Parce que, comment dire, bah, tu as plein de muscles qui peuvent assister, en fait, et il y a aussi comment dire, j'arrive pas à m'exprimer, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que, en fait, certains exercices, voilà, c'est ça que je vais arriver à le dire, hein. Certains exercices que tu vas faire au haut du corps, tu vas naturellement, quand tu fais des demi-répétitions ou des quarts de répétition, tu vas naturellement les faire sur une portion du mouvement
qui va te faire plus travailler. Exemple des demi-curls, bah, tu vas pas les faire en partant complètement du bas. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas les faire, en règle générale, quand tu fais tes demi-curls, tu les fais en partant de là et tu fais ça, on va dire. Et là, déjà, tu fais considérablement travailler tes biceps. Voilà, bon bref, ça peut être parmi plein d'hypothèses, mais finalement celle que moi je vais retenir, enfin celle qui me semble le mieux expliquer ça, c'est le fait que on a plus de mal à faire une connexion nerveuse avec le bas du corps, plus de mal à activer, et que donc une plus grande amplitude permettrait de réussir à mieux activer ces muscles-là. Voilà. Je suppose qu'il doit y avoir d'autres explications structurelles, hein, voilà, avec des questions de longueur de sarcomère actif et tout, mais ça me semble quand même concluant ce que je pense. Bref, ensuite on a une deuxième chose, c'est que, et ça c'est assez intéressant, la deuxième conclusion de cet article-là, c'est que il semblerait pas qu'il y ait de plus grandes améliorations en force quand on fait travailler même plus lourd en force et même en performance en fait de façon générale, hein, soit puissance, etc. Quand on fait travailler plus lourd sur une courte amplitude pour faire équivaloir, par exemple, tu vois, si tu fais des demi-squats, et ben, tu prends lourd pour pouvoir faire 10 répétitions à l'échec, bah, si tu fais des squats complets, tu vas forcément prendre moins lourd pour faire 10 répétitions à l'échec. Et ben, même si tu ajustes ces 10 répétitions à l'échec, tu auras un meilleur gain en performance, en force, en puissance, etc. quand tu fais l'amplitude complète. Et ça, peu importe, il semblerait le mouvement ou quoi que ce soit, c'est toujours supérieur les adaptations qu'on va avoir quand on est en amplitude complète. Il semblerait aussi, et ça c'est dit dans la méta-analyse, que même si les effets n'ont pas été significatifs, qu'ils n'ont pas réussi à trouver quelque chose qui vraiment confirme ça, probablement parce que aussi ça n'a pas forcément été ultra étudié. On a des raisons de penser que on augmente en fait la longueur de nos sarcomères en série, ce qui nous protège, donc du coup quand on fait à de grandes longueurs musculaires, ce qui nous protège contre les courbatures. Donc faire à des grandes longueurs musculaires aurait tendance à mieux nous protéger contre les courbatures éventuelles et contre les blessures aussi éventuelles. Donc voilà, il y a vraiment tous ces avantages-là à faire à de grandes longueurs, faire travailler à des amplitudes complètes. Parce qu'eux, ils disent bien amplitude complète. Moi, je dis grande longueur musculaire parce que c'est une déformation vis-à-vis de ce que je vais dire derrière. Mais ils parlent bien d'amplitude complète. Moi, je pense que vis-à-vis de ce que je sais maintenant, on pourrait même faire travailler en amplitude partielle, mais à de grandes longueurs musculaires, que ce serait pas dérangeant, qu'on aurait les mêmes résultats, voire qu'on aurait des résultats supérieurs. C'est un peu ce que disait aussi Greg Nuckols dans son article, mais il nous manque encore des études expérimentales pour être vraiment sûr de ça. L'idée, c'est qu'en fait, en travaillant à de grandes longueurs musculaires, on passe par l'endroit où le muscle est le plus faible, d'accord, on va dire musculairement, enfin, c'est un des endroits où il est le plus faible musculairement, et qu'en plus, c'est l'endroit où il a le plus de tension, parce qu'en fait, la tension active et passive s'accumule pour créer le plus de tension possible dans le muscle quand il est à de grandes longueurs musculaires. Or, ce qui se passe du coup, c'est que comme le muscle reçoit plus de tension, et ben il est capable, il va générer plus d'hypertrophie, et comme tu le fais travailler dans une partie où il est relativement faible, où tu vas devoir mettre beaucoup d'influx nerveux, ça c'est un truc que je pense moi-même, hein. Voilà, c'est tout à fait possible que ce soit faux, mais c'est quelque chose qui me semble logique. Si tu fais travailler dans cette partie où il est plus ou moins faible, eh bien tu vas avoir tendance à vouloir mettre beaucoup d'influx nerveux en fait pour pouvoir le faire bouger. Donc tu as l'avantage à la fois de la tension plus celui d'essayer de mettre beaucoup d'influx nerveux. Alors, je vais quand même garder une certaine mesure vis-à-vis de ça. L'influx nerveux a quand même été, fonctionne quand même aussi quand on est à de courtes longueurs musculaires. Ça peut être une bonne façon d'essayer de mettre un maximum d'intention quand on est à de courtes longueurs musculaires. Mais moi, je pense que si on le fait, c'est parce que, en gros, on risque moins
on a moins de risques en fait à forcer comme des bœufs quand on est à de courtes longueurs musculaires parce qu'on est très proche de la fin d'un mouvement. Donc au pire du pire, ben on remet comment dire, on on va pas se blesser, on va pas se faire mal, etc. Et donc du coup, comme beaucoup de fibres sont raccourcies en même temps, qu'elles doivent toutes forcer en même temps, parce que bah, forcément quand ton muscle est à de courtes longueurs musculaires, la majorité des fibres sont raccourcies en même temps, donc elles doivent toutes un minimum avoir de l'activité et qu'en plus on risque pas trop de se faire mal, et ben je pense que l'influx nerveux est facilité. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que l'influx nerveux est facilité à l'endroit où on en a le plus besoin. C'est-à-dire que pour moi, j'espère que je perds pas tout le monde quand je dis ça, parce que c'est vrai que c'est un peu complexe, mais pour moi, l'influx nerveux, on en a le plus besoin quand on est en bas du mouvement, en fait, quand notre muscle est le plus étiré, et parce que c'est l'endroit, en fait, où on est un des endroits où on est le plus faible musculairement, et en fait, le fait de pouvoir balancer cet influx nerveux-là, ça va faire que notre muscle se contracte plus fort et donc potentiellement aussi plus vite, et ça va nous permettre d'accumuler du coup de la force sur une plus grande partie du mouvement aussi, parce que plus on va augmenter l'amplitude, plus on va augmenter la durée sur laquelle on peut forcer. Ce qui fait que en augmentant cette vitesse, cette amplitude, cette puissance, et ben on va avoir aussi de meilleures performances sportives, parce que nécessairement on aura, euh, on aura plus de temps sur lequel forcer, donc on va pouvoir peut-être partir plus haut en puissance, sauter plus haut, aller plus vite, etc., etc. Donc on retourne sur nos pieds vis-à-vis de ce qu'on trouve vis-à-vis de l'amplitude complète dans cette méta-analyse. Franchement, c'était un peu dense, un peu complexe. C'est pas que je me suis perdu, mais j'espère que j'ai réussi à faire passer les informations que je veux faire passer. Si c'est pas clair du tout, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, parce que j'avoue que c'est tout à fait possible que ce soit pas le plus clair du monde, mais j'espère que j'aurais pu t'apporter quelques informations pratiques. Donc voilà un petit peu ce qu'a trouvé cette méta-analyse. Voici surtout mes pensées sur la question, parce que l'amplitude c'est vraiment une question complexe et cruciale, on va dire, je trouve, de l'entraînement. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.